Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur El Magharibiya. Il est 19h03. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Microscope ce soir s'intéresse donc à deux actualités qui se rejoignent. Vous le savez malheureusement, l'actualité en Algérie maintenant depuis plusieurs jours, semaines, mois, décennies est notamment dominée par la liberté d'expression qui est bafouée, les droits humains. On en parle maintenant depuis plusieurs semaines. On reviendra aussi sur ces droits et la situation des médias en Algérie. En deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir le journaliste Karim Kebir et l'observateur politique en direct du Canada, Adel Djebal. On reviendra notamment sur les médias en Algérie. Ça sera le titre de cette deuxième partie, pression et soumission. Et dans un premier temps, ils sont avec moi, vous le voyez en fond de plateau. On va revenir sur notamment la situation, le calvaire que vit l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Donc il est né en juin 58. On a deux invités ce soir qui vont revenir sur sa situation. Candidat indépendant, le président Sambi remporte l'élection avec 58,02% des voix, notamment le 26 mai 2006, il est élu, et jusqu'au 26 mai 2011, 5 ans de mandat. On revient aujourd'hui sur sa situation, puisque depuis 5 ans maintenant, il entame sa 5e année d'incarcération, de séquestration. 8 mois, il devait être en garde à vue, en détention provisoire seulement pendant 8 mois, c'est ce que dit la loi. On va en parler avec nos invités. Et malheureusement, bientôt 5 ans maintenant où il est en détention. Sa famille, ses proches parlent notamment de séquestration. Voilà ce que nous dit sa fille. Elle est sur le plateau. Elle va en parler. C'est un homme qui n'a pas été jugé. Aucune procédure légale n'a été respectée. Et aujourd'hui, nous ne parlons même plus de détention provisoire, mais de séquestration. Avec nous donc sur le plateau, Tislam Sambi, bonsoir, bienvenue. De vous intéresser au cas assez ubuesque de mon père, donc merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est le but de la chaîne, c'est vraiment de donner la parole à tout le monde et de s'intéresser aussi à ces cas où malheureusement les choses ne se déroulent pas comme il se doit, notamment en termes de justice. Il est avec nous le docteur Mohamed Rafsanjani. Bonsoir, docteur expert en droit constitutionnel. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Tislam Sambi, je rappelle que vous êtes la fille du président, de l'ex-président comorien Ahmed Abdallah Sambi, mais vous êtes aussi juriste et vous êtes toute prête pour être avocate demain. Il y a juste la dernière étape quand vous terminez vos études. Pour commencer, comment? Je vous ai reçu il y a quelques temps sur Aouras TV, un numéro sans frontières consacré à la situation. Comment va le président Sambi aujourd'hui? Écoutez, il va comme un homme qui a été isolé du monde depuis bientôt 5 ans. Donc il ne va pas bien, son état de santé s'est dégradé. Et donc la famille, c'est tout à fait normal, la famille est très 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 inquiète pour son état. Mais surtout... la famille est très inquiète par ce qui lui arrive. C'est-à-dire que depuis 5 ans, ses droits ont été bafoués de façon tellement flagrante. Lorsque je le disais au début, on me disait c'est la fille qui parle. Mais au bout de plusieurs années maintenant, je suis beaucoup plus audible et crédible lorsque je dis que mon père est un homme, un citoyen comorien qui se retrouve face à un système judiciaire qui est là pour l'écraser, qui est là pour le neutraliser, qui est là pour le condamner. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler. Bientôt, il va être enfin jugé, c'est ce que tout le monde nous dit. Voilà, il va être jugé, c'est ce que vous vouliez. C'est prévu le 21 novembre, lundi prochain. Tout à fait. Et en fait, nous, pendant des années, on a cru en cette justice comorienne. Lui-même avait cru à la justice comorienne et c'est pour ça qu'il s'était rendu aux Comores. Et malheureusement, hélas, on ne peut que constater que 5 ans plus tard, aucune loi n'a été respectée en ce qui le concerne. Alors, deux éléments que vous pouvez préciser. Donc, au départ, il est inculpé en 2018 pour détournement de deniers publics, de faux et usage de faux, notamment dans l'affaire liée à des passeports. Okay. Vous pouvez en dire 2 mots, sauf qu'aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Donc, il est inculpé de haute trahison. Vous pouvez réagir là-dessus. Ouais. Et puis, vous dites clairement, si la loi comorienne indique clairement que la détention provisoire, c'est important, cette loi provisoire d'un citoyen ne peut être que de 8 mois. La justice n'a que faire du droit. En ce qui concerne donc Sambi, elle agit comme une mafia, vous dites, qui a pris un homme en otage sous couvert d'une procédure judiciaire. Tout à fait. Alors la loi comorienne, l'article 145 alinéa 2 du code pénal comorien nous indique clairement que la détention provisoire ne peut être que de 8 mois maximum. Alors expliquez-moi, mon père aujourd'hui a entamé sa 5e année de détention.
Et on a eu le ministre de la Justice qui avait indiqué justement que Sambi était enfermé et détenu pour une durée illimitée. Et là, on est dans cette situation-là, où tous les délais légaux ont été dépassés depuis fort longtemps. Et donc, on nous prépare un procès. Moi, je parle d'une pièce de théâtre, puisqu'on va pouvoir en parler. Ce procès n'est rien d'autre qu'une mascarade. Et pendant des années, on voulait un procès, mais pas dans ces conditions. On voulait un procès équitable et impartial, et ce n'est pas du tout ce qu'on va avoir. Ce n'est pas du tout ce que mon père va avoir. Ils sont cohérents dans leur injustice. C'est-à-dire que depuis le début, mon père n'a jamais bénéficié de la protection de la loi française comorienne. Et aujourd'hui, ça continue. Jusqu'à aujourd'hui, il va encore, dans quelques jours, subir l'injustice totale du système judiciaire comorien. Alors on va revenir bien évidemment sur la cour qui accueillera ce procès. Le docteur Mohamed Sanji va nous en dire deux mots dans un instant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, notamment lié à ces premières inculpations autour de corruption, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête, en tout cas. Il n'y a pas eu d'enquête. Alors, pendant plusieurs années, ils ont enfermé mon père, prétextant qu'ils étaient en train d'enquêter. Et lorsqu'on lit l'ordonnance de renvoi, on se rend compte que c'est une redite, c'est une montagne qui a accouché une souris. C'est une redite de ce qu'on avait déjà dans le rapport d'Oul Kamal, c'est-à-dire rien. Il n'y a aucune preuve matérielle. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que c'est pour ça qu'ils ont abandonné la corruption, le détournement des fonds publics, pour se tourner vers une coquille vide, c'est-à-dire vers la haute trahison qu'ils ont eux-mêmes définie, qu'ils ont eux-mêmes mis le cadre, alors que c'est tout à fait illégal, pour venir le condamner injustement. C'est un innocent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, ou comme on indique, un compte bancaire, un mouvement de fonds, ou quelque chose qui prouve qu'il a été corrompu, ou quelque chose qui prouve qu'il détenait de l'argent public comorien et qu'il l'aurait utilisé à d'autres fins que les fins pour un président comorien, c'est-à-dire gérer la gestion des biens comoriens. Mais c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on a même l'historique du compte bancaire. Malheureusement, on ne pourra pas le projeter aujourd'hui, mais on a l'historique du compte bancaire qui recevait les fonds de cette citoyenneté économique. Et la justice comorienne a aussi cet historique. Et certaines personnes osent dire que l'argent n'est jamais arrivé dans les fonds, n'est jamais arrivé aux Comores, ce qui est complètement faux. Donc, étant donné qu'ils n'ont plus ou ils n'ont jamais eu de preuves matérielles, ils se sont tournés vers la haute trahison. La haute trahison, le docteur Mohamed Rafsanjani est avec nous. Un mot, on l'évoquait tout à l'heure au sein de la rédaction, l'illégalité de cette cour. Alors, ce procès sera accueilli par la Cour de la sûreté de l'État. Mais vous me disiez tout à l'heure que le lieu n'était pas clair, puisque ça pourrait être un lieu aussi déguisé, peut-être la Cour suprême qui serait déplacée. On a besoin de ces précisions avec vous ce soir. Alors pour le lieu, pour l'instant, on n'a pas d'informations précises. Ce qui est sûr, c'est que pour la juridiction elle-même, pour la Cour de sûreté de l'État elle-même, aujourd'hui, alors on se parle, il y a un doute, voire même peut-être même une certitude sur son illégalité. C'est-à-dire qu'on a zéro texte aux Comores aujourd'hui qui autorise une telle cour de siéger. On sait que depuis 2005, une loi organique a déjà cité les juridictions qui ont le droit de rendre la justice aux Comores, et cette Cour de sûreté de l'État n'a pas été mentionnée. Et les députés qui siègent à l'Assemblée et qui aujourd'hui, c'est caché pour personne, sont assez liés au gouvernement, ces députés eux-mêmes, à l'unanimité en décembre 2020, c'est très rare, une loi votée à l'unanimité, ont décidé eux-mêmes de mettre fin à cette Cour de sûreté de l'État. Ces députés eux-mêmes. Et donc, on ne sait pas sur quel fondement cette cour de sûreté de l'État pourrait siéger. Et quand bien même, avec toute l'imagination du monde, on trouvait un fondement et on disait, bon, pourquoi pas, la Cour de sûreté de l'État existe. Quand bien même on pourrait faire ça, de toute façon, la Cour de sûreté de l'État n'est pas compétente pour juger la haute trahison. Elle ne l'est pas. Donc, quand bien même on devait la déterrer parmi les morts, elle ne serait pas capable de juger. Oui, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il sera jugé sur la base d'une loi inexistante. Exactement. C'est-à-dire que il est poursuivi pour haute trahison. Seulement la haute trahison, qui est une infraction, n'existe pas aux Comores dans l'état actuel de notre droit.
Parce que la haute trahison est prévue, d'ailleurs c'est assez marrant, elle est prévue par l'article 30 de la Constitution comorienne, celle-là même qui se sont battus pour la faire disparaître. Donc aujourd'hui, on l'a fait revenir parmi les morts à cette Constitution qu'on a combattue. Cet article 30 précise que la haute trahison effectivement existe. Un président peut être jugé pour la haute trahison, mais une loi organique doit être prise pour donner la définition, poser la composition de la Cour, etc. Aujourd'hui, cette loi organique n'existe pas, donc cette haute trahison n'existe pas. On ne peut pas la poser comme ça a été fait d'ailleurs, peut-être avez-vous lu l'ordonnance de renvoi du juge. C'est le juge lui-même qui, dans sa propre plume, avoue que cette haute trahison n'existe pas et qui décide d'un trait de plume comme ça dans son ordonnance de l'inventer, de poser les conditions et de dire que ça correspond à ce que l'ex-président Sambi aurait fait. Donc on est vraiment dans une illégalité manifeste d'une infraction qui n'existe pas, qui pourra peut-être être jugée devant une cour qui elle-même n'existe pas. Un élément important dont on parlait tout à l'heure, s'il s'avère que officiellement, en tout cas pour le pouvoir comorien, pour le président actuel, donc le procès a lieu à la Cour de la haute sûreté de la haute sûreté de l'État, ça veut dire que là, c'est un lieu où il n'y a pas d'appel, aucune possibilité. Ça, c'est assez extraordinaire. Oui. Ça veut dire... En fait, la Cour de sûreté de l'État, nous l'avons hérité de la France, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui en France, c'est une juridiction d'exception. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que c'est une cour qui n'existe pas tout le temps. Elle est créée pour les besoins de quelque chose. Elle n'existe pas tous les jours. Et lorsqu'elle est créée, elle est créée pour les besoins de la cause. C'est le président qui le met en place, c'est lui qui nomme les membres qui vont y siéger. D'ailleurs, c'est lui-même qui a renouvelé cette cour, sachant pertinemment que ses propres députés l'avaient fait disparaître. Et donc cette cour, elle a la particularité d'être à la fois juge et partie, parce que c'est une cour de sûreté de l'État, mais c'est l'État qui est censé être victime. Donc c'est assez... Les membres sont nommés, vous me le disiez, par le chef de l'État. D'ailleurs, c'est lui-même qui a renouvelé cette cour, et il a aussi la particularité assez grave dans l'état actuel de notre monde juridique, c'est qu'on ne peut pas faire d'appel. Les décisions sont définitives, elles rendent des peines qui n'existent plus, hein, des peines qui, même dans les pires moments, vous imaginez 20 ans, 30 ans, perpétuité plus travaux forcés, des traitements qui sont presque dégradants. Sachant que nous-mêmes, en tant que Comoriens, nous sommes partis à des traités qui nous empêchent justement de rendre des peines inhumaines et dégradantes. Et là, on est en plein dedans. Si on doit prononcer des travaux forcés, des peines, sans que pour autant on puisse contester cette décision. C'est ça, en fait, ce qui se joue bientôt. C'est un citoyen comorien qui risque d'être jugé par une juridiction dont on est persuadé qu'elle n'existe pas, pour des faits, c'est-à-dire pour une infraction qui n'existe pas et qui ne pourra pas, après la sanction, faire appel. C'est-à-dire que la condamnation de mon père, parce que moi je pars du principe que s'ils l'ont envoyé devant la Cour de sûreté de l'État, c'est pour aller le condamner. C'est-à-dire que le mercredi, ou je ne sais pas, en tout cas début de la semaine, lorsqu'il sera condamné, on ne pourra plus rien faire. C'est-à-dire que ça sera une décision définitive. Il ne pourra pas faire appel, et donc cette décision ne pourra que s'appliquer. En tout cas, dans l'ordre actuel des choses. C'est assez aberrant. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas spécialement ce cas, au départ, on parle d'une banale affaire, excusez-moi un peu du terme, de corruption. On sait que ce sont des cas qui existent dans n'importe quel État aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Et on arrive, chemin faisant, au bout de 4 ans et demi maintenant, depuis 2018, de haute trahison. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces hautes trahisons? Ça me fait penser un peu, malheureusement, autour de l'actualité algérienne. On parle beaucoup des droits humains et en Algérie, malheureusement, tout le monde peut être, d'ailleurs on reviendra sur vos cas précis, tout le monde peut être inculpé, attaqué de terroriste parce qu'il poste sur Facebook. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de haute trahison concernant votre père, concernant le président Sambi? Écoutez, justement, personne ne peut répondre à cette question, puisque la loi organique qui devait déterminer justement ce que c'est que la haute trahison, nous dire si on est poursuivi pour haute trahison, on risque telle peine, cette loi n'a jamais été votée. Et donc, on ne sait pas. Personne ne le sait. Et pourtant, dans quelques jours, moi, j'ai un père qui va être condamné. J'ai un père qui va être condamné pour haute trahison. Donc, c'est assez... On y vient. J'ai mon collègue en régie. On y vient. On va parler bien sûr de la popularité, de pourquoi on en arrive là. On en arrive là avec lui. Pourquoi fait-il peur aujourd'hui? Aujourd'hui, comment réagit le
le peuple comorien, c'est quelqu'un de populaire. Comment est-ce qu'on a le droit à l'opposition aux Comores? Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer sur une affaire comme celle-là, par exemple? Alors, il faut savoir qu'aux Comores, on est dans une situation très compliquée parce que il y a presque de manière quotidienne une violation des droits les plus élémentaires. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le droit a été mis de côté. Donc, même quand on veut manifester, par exemple, c'est très compliqué d'être autorisé. On nous demande des autorisations alors que le droit de manifester, c'est simplement de déclarer. On a des cas de personnes qui ont été condamnées pour avoir simplement eu l'intention de le faire. Et on parlait tout à l'heure du journaliste Agua, c'est ça? Oui, par exemple, qui a été condamné à des peines d'emprisonnement, qui a d'ailleurs fait de la prison. Oui. Pour une infraction qui n'est pas constituée, puisque il est dans l'intention de l'avoir fait. Et d'ailleurs, là, c'est assez... vous parlez du peuple, c'est pour ça que c'est important, cette affaire. Ce n'est pas uniquement... ce qu'on cherche à sensibiliser, il faut, derrière le président Sambi, il faut voir le citoyen. Ce qui est important, c'est que moi, à titre personnel, je ne suis pas un partisan du président Sambi. Mais je pars du principe que le président Sambi est injusticiable, comme peut l'être mon père, comme peuvent l'être les citoyens. Et donc, la situation aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé dans une situation dans laquelle un juge, devant n'importe quel citoyen comorien, pourra, dans son bureau, décider d'un trait de plume que ceci est une infraction et que je vais vous poursuivre. C'est ça qui se joue. C'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser les gens en leur disant, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est que le respect du droit, c'est pour nous tous. Le droit nous protège tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le président Sambi, mais peut-être demain, quand ça arrivera au président Zali ou que ça arrivera à qui que ce soit, je serai le premier à défendre l'application du droit. Il faut appliquer le droit parce que le droit nous protège tous. Et malheureusement, aux Comores, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se reproduit. D'ailleurs, en une minute, vous aussi, vous êtes confronté un peu, demain, vous risquez gros si vous y retournez parce que vous parlez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, peut-être que c'est pas bien perçu et que finalement on prend peut-être aussi des risques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tout cas moi à titre personnel, je considère que la cause de l'état de droit que je défends est bien plus grande que moi. Donc c'est pas un problème. Vous irez au procès, je crois que ça... Alors non, des gros risques aussi. Non, je ne peux pas. Justement, voilà, du haut risque qui pourrait être sûr que rien ne pourrait m'arriver. Donc si quelqu'un peut m'assurer de cela, je suis prête à y aller, mais jusqu'à preuve du contraire, toute la famille Sambi est la cible de plusieurs attaques. Donc non, malheureusement non. On va regarder ces quelques images, notamment autour du président Sambi, et on se retrouve tout de suite après. Alors ces images, elles sont intéressantes car d'abord, il n'était pas président à ce moment-là. Et lors de cette rencontre, d'abord, il y a toute une liasse, une population. Il y a l'hymne qui est cantonné et derrière, il est accusé à ce moment-là de... Trouble à l'ordre public. Et il a été mis illégalement en résidence surveillée pendant plusieurs mois. Résidence surveillée qui, en fait, n'a jamais pris fin puisque finalement, il a été mis en détention provisoire depuis août 2018. Donc, depuis ces images-là, depuis l'hymne national qui a été entonné, mon père a perdu sa liberté d'aller, de venir, et ça fait 5 ans que ça dure, cette histoire. Des images que vous pouvez retrouver en totalité, en les regardant en totalité sur le net, vous allez effectivement apercevoir l'hymne national chanté par les participants. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il est présent, peut-être un mot d'abord, vous allez le faire beaucoup mieux que moi, les Comores, c'est 3 îles. 4 îles, il y a Mayotte qui est toujours présente. Oui. Et la présidentielle, c'est en tournante, c'est ça? Elle était en tournante, donc jusqu'à très récemment, justement. Et je pense que les positions politiques de mon père, parce qu'il n'était plus président, comme vous avez vu, mais c'est un ancien président qui est populaire et qui, j'ose le mot, qui est un faiseur de roi. Et en partant de ce principe-là, l'exécutif actuel se dit,
On peut pas, on a un calendrier politique, on veut modifier ceci, cela, la Constitution, etc. Donc on ne pourra pas le faire tant que Sambi aura sa voix, tant que Sambi pourra parler. Mais c'est quoi la crainte? C'était alors qu'on explique aux téléspectateurs, il y a 4 îles. Quand un président est élu issu d'une des îles, 5 ans plus tard, c'était une autre île, voilà, un fils ou une fille d'une des autres îles qui pouvait... La présidence, elle était... de parler bien fort. La présidence, elle était tournante depuis la Constitution de 2001, puisqu'il fallait réagir aux crises séparatistes qu'il y a eu. Donc l'idée, c'était de dire chaque originaire d'une île doit pouvoir diriger le pays à tour de rôle pour essayer de conserver un peu une sorte d'équité dans la gouvernance des affaires publiques. Et le problème, c'est qu'effectivement, en 2016, quand le président Zali est élu, le président Sambi avait déjà fait acte de candidature à l'époque et on lui a refusé, lui expliquant, lui renvoyant à son origine insulaire, comme quoi il est enjoigné, donc il ne peut pas participer. Donc quelque part, ce qui se jouait aussi, c'est que 2021, qui était la date au préalable prévue, c'était autour d'Anjouan. Donc ça aurait été typiquement une possibilité pour le président Sambi de présenter sa candidature, qu'on n'aurait pas pu le refuser à ce moment-là, puisque précisément on a dit qu'il était enjoigné. Et donc peut-être que ça aussi, ça a dû jouer aussi sûrement dans le calendrier politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées entre-temps. On a fait des assises, des référendums. Et pendant ce temps-là, pendant que tout se joue, notamment sur les fondements même du droit, pendant tout ce temps-là, le président Sambi, lui, il est enfermé. Moi, je me rappelle, j'étais aux Comores au moment où il y a ces images-là, j'y étais, et on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais au moment où il est enfermé à l'époque par une simple note qui n'est même pas du ministre, mais de son secrétaire général, qui le place en résidence surveillée, disposition qui n'existe pas aux Comores, la résidence surveillée. Et donc, on le met en résidence surveillée par cette note. Ensuite, il fallait bien trouver un fondement, donc on est passé à la détention provisoire. La détention provisoire, malheureusement, c'est 4 mois renouvelables une seule fois. Donc on l'a renouvelé une seule fois, on a fait 8 mois. Et puis à partir de là, on a pris ici, on a pris là, on a cherché des fondements pour essayer de justifier cette détention qui dure depuis maintenant plus de 5 ans. Et encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un citoyen, avec un drame humain derrière. Exactement. Il y a des familles, alors aujourd'hui on a sa fille, mais il faut qu'on garde à l'esprit qu'on est tous des justiciables. Un jour ou l'autre, on aura affaire à cette justice. Et donc ce jour-là, peut-être on aimerait être traité comme le président Sambi, peut-être aurait espéré être traité par sa justice. Tout à fait, Donc c'est ça en fait ce qui se joue dans cette affaire. Parce que lorsqu'il descendait aux Comores, lui n'arrêtait pas de répéter, moi je n'ai pas peur de la justice, j'ai peur de l'injustice. C'est-à-dire qu'à aucun moment, mon père n'a eu peur de la justice comorienne, en se disant les lois sont là, de toute façon, je n'ai rien fait, je me sais innocent, donc rien ne peut m'arriver. Lorsqu'il est arrivé aux Comores, je vous avais envoyé des images, vous avez vu comment il a été accueilli. Ce n'était pas quelqu'un qui avait peur de la justice comorienne, au contraire. Il rentrait chez lui, c'était le ramadan qui approchait, il voulait passer le mois de ramadan avec sa famille, tout simplement. Donc 5 ans plus tard, voilà, je me retrouve là à vous expliquer qu'au lieu de 8 mois, il a fait bientôt 5 ans. Je me retrouve à vous expliquer que le procès à venir, c'est une mascarade, que la cour, elle est illégale, qu'elle est incompétente, qu'il va être jugé pour haute trahison, que la haute trahison n'existe même pas en l'état actuel du droit comorien. Et que faire? Et qu'il va être condamné bientôt. Comment réagit, si je ne me trompe pas, les Comores font partie de la Ligue arabe, hein, si je me trompe pas. Oui. D'ailleurs, je crois que le président comorien était à Alger dernièrement sur la situation, enfin sur le sommet d'Alger organisé par le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien d'ailleurs qui est aussi qui a été notamment prié par Genève la semaine dernière de cesser notamment cette répression et de remettre un peu de l'ordre dans la liberté de la presse, d'expression, des droits humains. Bon, je ne doute pas que les deux présidents ont échangé là-dessus, puisqu'ils ont malheureusement, ils sont priés, ils ont face à des situations en termes de droits humains très, très complexes. Mais est-ce qu'il y a des soutiens d'ONG, de l'ONU par exemple? Est-ce que ce cas-là, par exemple, est soutenu? Et est-ce que c'est le seul cas d'ailleurs? Est-ce que c'est alors peut-être d'une telle ampleur, oui, mais est-ce que c'est le seul cas dans ce pays où on est confronté à... Ce n'est pas le seul cas. On va dire que le cas de l'ex-président Sambi, c'est peut-être pour ça que c'est très intéressant, c'est que c'est une sorte de loupe grossissant. C'est la situation de tout un chacun, mais le président Sambi, ce qui lui arrive, permet finalement d'illustrer beaucoup de cas. Aujourd'hui, on peut rencontrer dans les prisons comoriennes de personnes qui sont enfermées sans être jugées, en pleine procédure, et exposées à l'arbitraire même de la procédure judiciaire. Ça arrive à plein de monde. Et d'ailleurs, dans des conditions, d'ailleurs, on aura
peut-être un jour l'occasion d'en parler, dans des conditions de séquestration qui sont indignes. Mais le cas de Sambi permet finalement d'illustrer ces petits cas de tout un chacun qui, malheureusement, entre guillemets, n'ont pas la stature du président Sambi, mais qui subissent la même injustice. D'ailleurs, lorsqu'il va être jugé devant la Cour de sûreté de l'État, il ne sera pas seul. Il y a d'autres inculpés. Et voilà, eux-mêmes, ils vont faire face à une justice qui est complètement défaillante et qui n'arrive pas à protéger ses citoyens ou qui ne veut pas protéger ses citoyens. Est-ce que demain, comment vous voyez ce procès? On ne va pas le cacher aux téléspectateurs avant de rendre l'antenne et de passer à la deuxième partie. D'ailleurs, on évoquera d'une autre manière un peu les mêmes sujets en termes de liberté de la presse, des médias en Algérie, des droits humains. Lundi ça arrive rapidement, on est jeudi soir, on est en direct. Vous êtes pessimiste? Plus que pessimiste, je suis sceptique. La justice comorienne n'a jamais respecté la loi en ce qui concerne mon père et bien d'autres personnes. Par quel miracle, qu'on me le dise, par quel miracle aujourd'hui, la veille d'un procès, il respecterait la loi ou non. Même le fait même qu'il se retrouve devant cette cour est déjà un aveu. Et c'est une preuve en fait qu'ils ne veulent pas respecter la loi. Essayez d'imaginer un procès dans lequel vous êtes jugé, on n'a pas de texte pour savoir quelle est l'infraction. Et quand bien même on trouverait l'infraction, on n'a pas le texte pour savoir quelle est la peine qu'on va vous sanctionner. Essayez d'imaginer un tel procès. Elle peut pas. C'est un procès qui ne peut pas se dérouler républicainement et dans le cadre de respect du droit, puisque le droit est absent. Tout à fait. Tislam Sambi, merci, juriste, fille donc du président, de l'ex-président comorien. Je tiens à préciser juste que j'ai déjà fini mes études. J'attends juste de prêter serment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Vous êtes juriste parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, on aurait pu mettre d'ailleurs quasiment avocate, mais en tout cas, merci d'être là, Tislam Sambi. On aura le plaisir certainement de vous réinviter, faire un point un peu suite à ce procès. Merci. Et le docteur Mohamed, merci d'avoir été avec nous. Rafsan Jani, docteur expert en droit constitutionnel. Dans quelques instants, la suite du programme, on reviendra notamment sur les médias en Algérie avec le journaliste Karim Kebir et l'observateur politique Adel Djebba.
Bonsoir à toutes et à tous une nouvelle fois. Microscope ce soir exceptionnellement en deux parties, mais deux parties qui sont liées. Vous l'avez compris il y a quelques instants avec notamment le cas de l'ancien président comorien des peuples aux Comores, mais pas que, on en parle ici, bien évidemment, l'Algérie, on y revient souvent sur la situation de notre pays, mais aussi sur ces situations à l'international où les peuples sont assoiffés de liberté. Certains, bien évidemment, sont dans un contexte de répression, les libertés des droits humains, de la liberté d'expression qui sont bafouées, une justice qui n'existe pas, une justice du téléphone, une justice aux ordres, des justices sans enquête, des justices comme ça envoyées militari, On vient d'évoquer notamment sur le cas, notamment en Comores, mais on avait ces deux invités qui nous disaient aussi le fait que, voilà, je suis juriste, avocat, je suis expert en droit constitutionnel. Eh bien, si je parle, si j'essaie d'expliquer, si je dis les choses, eh bien, je risque gros. C'est le cas notamment à l'instant du docteur Mohamed Rafsanjani, et puis de la fille du président qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à retourner dans leur pays. Donc dans les grandes lignes, on va revenir. Le titre de l'émission va s'afficher. Les médias en Algérie, pression et soumission. On a vu dernièrement donc cette affaire où cette chaîne de télé Al Jawa TV a été fermée, encore une fois Manu Malimitari, sans aucune peut-être rencontre, enquête, discussion, avertissement, mais encore une fois, la sentence a frappé fort, ça a été direct. On va en parler avec nos invités ce soir. Adel Djebar, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver, observateur politique. Bonsoir Chaban, c'est un plaisir d'être là, puis de participer à cette émission-là. Je passe le bonjour à tout notre peuple, à l'étranger et en Algérie, avec une profonde affection à nos otages politiques qui sont injustement incarcérés dans cette ignoble dictature. Voilà, votre t-shirt est au rendez-vous. Madania G20 et Askaria G fin. Merci va venir nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est avec nous, le journaliste Karim Kebir. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt à tous vos auditeurs. Bonsoir, cher ami, cher confrère Karim Kebir. Je vais commencer par vous, cher Karim Kebir. On vit actuellement en Algérie tout de même une époque très difficile. Je le disais hier, au moment où les nations, les États travaillent pour un meilleur pouvoir d'achat, un meilleur quotidien, des start-up, provoquer des élans de motivation, des simulations d'espoir et de projets, notamment autour de sa jeunesse. Et bien malheureusement, en Algérie, on parle beaucoup de procès, d'arrestations liés notamment à l'opinion, à la liberté d'expression. Dans les grandes lignes, comment est la situation actuellement ? Une situation aussi difficile en matière de liberté à tout point de vue, que ce soit pour les mouvements associatifs, que ce soit pour les partis politiques. Donc je rappelle récemment l'université d'été du RCD qui a été interdite, et puis il y a pas mal de responsables politiques qui ont eu des problèmes. Je pense notamment à l'emprisonnement de Karim Tabou, Fethi Gharras du MDS. Il y a ceux qui sont menacés de dissolution comme l'UCP de Zoubida Assoul ou bien le PST, donc on a gelé les activités. Et puis au niveau de la presse aussi, c'est un véritable drame. On connaît le nombre de journalistes qui ont été emprisonnés, ceux qui sont toujours, et il y a ceux qui sont sous contrôle judiciaire. Pratiquement, c'est une situation, j'allais dire, d'étouffement. On ne peut plus, notamment je parle particulièrement au niveau de la presse, on ne peut plus traiter les sujets ou bien émettre des avis critiques sur les politiques publiques ou bien sur certains sujets. Karim Kebir, en parlant de presse, question peut-être un peu directe, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui réellement une presse qui peut vraiment faire son travail, indépendante, dire les points positifs mais les points négatifs d'un sommet d'Alger, évoquer un peu la situation dans le pays, dire vraiment les choses? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire les choses? Y a-t-il réellement une presse
indépendamment de la presse d'État qui, elle, aujourd'hui, on peut comprendre que malheureusement, les journalistes sont un peu dans l'obligation de se taire. Non, elle n'existe pas. Il n'y a ni presse, ni liberté de la presse. Bon, et c'est vrai qu'il y a des journaux, il y a des sites électroniques, il y a des télévisions, mais parler de liberté de la presse, c'est trop dire. Ça n'existe pas pratiquement, parce que même ce qui existe actuellement, la plupart, je dis bien la plupart, disons 95%, se sont transformés en relais de discours officiels. Vous n'avez qu'à consulter chaque matin, vous allez voir que pratiquement ils relaient tous la même information qui sont disons, de la communication institutionnelle. Mais ce n'est pas du journalisme à proprement parler. Il y a des sujets, par exemple, je parle par exemple les haragas dont on ne traite pas, qui est un drame humain. Mais c'est parce que c'est un indicateur aussi d'un malaise national qu'on ne veut pas parler. Mais tout ça, c'est parce que la crise de la presse, elle est très très profonde aussi. Non seulement parce que sur le plan économique, ce sont des entreprises qui sont très fragilisées. D'abord, du point de vue, elles ne sont pas bien structurées. La deuxième des choses, elles dépendent pour la plupart des annonces publiques, la publicité publique. Donc, une bonne partie de ces médias préfèrent sacrifier justement le combat à la liberté pour souscrire à la rente et pour durer. Comment justement vous pouvez expliquer un peu peut-être cette philosophie, cette stratégie, si c'en est une, cette politique de fermeture, un opposant qui parle, on lui demande effectivement peut-être de se taire, une chaîne de télé où il peut y avoir bien évidemment à un moment donné débat sur la diffusion de certaines images ou contenus. La question n'est pas là, mais en tout cas on la ferme comme ça, manu militari. Comment vous expliquez les presses, on en a parlé et on a vu malheureusement le cas d'un journaliste, d'un homme de valeur comme Hassan El-Qadi qui est aujourd'hui inculpé d'attaquer de terroristes. Comment vous expliquez cette philosophie de la fermeture, si je puis me permettre? Ça, je pense que c'est dans la nature même des régimes autoritaires. Donc, ils ne s'accommodent pas d'une presse libre ni d'avis contradictoires. Parce que les dérives de la presse algérienne ont commencé bien après, pendant le Hirak, si vous vous rappelez. C'était vers mai-juin 2019, quand ils ont reçu des ordres de ne plus couvrir le Hirak. Depuis ce moment-là, beaucoup ont préféré se ranger du côté du pouvoir pour ne pas avoir à subir les pressions, les harcèlements et les interdictions. Mais vous évoquez tout à l'heure l'affaire de Adjoua. Je pense que c'est une affaire ils ont considéré que c'est pour la diffusion d'images immorales. Mais en fait, c'est une quincaillerie médiatique parce que ces télévisions, vous savez qu'elles agissent dans l'illégalité. Il y a 5 ou 6 qui disposent de bureaux ici auxquels ils ont donné des autorisations. Mais sinon, toutes les télés qui existent, une cinquantaine ou une soixantaine, elles diffusent depuis l'étranger. Mais vous ne pouvez pas trouver dans ces télévisions, par exemple, des débats contradictoires où on invite des figures de l'opposition ou des intellectuels qui sont capables de critiquer les politiques publiques ou d'engager des débats de fond sur la crise politique, par exemple, ou bien sur les questions de liberté, les questions des droits de l'homme. Merci. Restez avec nous, Karim Kebir, journaliste. Adel Djebbar avec nous, plaisir de vous retrouver. Même réaction. Comment on peut expliquer, notamment en Algérie, on l'a vu sur le cas précédent et c'est lié. C'est pour ça qu'on voulait aussi ce soir, évoquer la situation, notamment aux Comores, des droits humains en général. Comment vous expliquez cette philosophie? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est de la fermeture, partis politiques, médias, associations, je le rappelle. Il faut comprendre que vous êtes dans une dictature
Et dans une autocratie, quand vous êtes sous une dictature particulièrement militaire, c'est ferme ta gueule et marche. Le seul endroit où on reste autorisé à ouvrir sa gueule sans dire mot, c'est chez le dentiste. Il ne faut pas parler du tout. Parler de la presse en Algérie, indépendante, c'est une vision d'esprit, c'est une blague. Mais parler de la presse en Algérie, c'est un blasphème. La presse en Algérie n'existe pas dès lors qu'elle est reliée ombilicalement aux casquettes que vous montrez ici et qui les financent. C'est eux qui assurent leur vie et leur survie. Et partant de ce principe-là, vous vous dites, je ne vais pas cracher dans la main qui me nourrit, la seule main où vous serez autorisé à cracher, c'est votre propre main parce qu'elle vous nourrit. Vous parlez de la presse. Moi, je n'ai pas entendu cette presse-là, depuis qu'elle a été domestiquée par Gaïd Salah en 2019, évoquer toutes les souffrances du peuple algérien. Aujourd'hui, en plus, cette presse aux ordres ne parle pas de Brahim Lalami, qui a été enlevé, séquestré. Elle ne parle pas de la séquestration et de la disparition de ce jeune. Nous sommes à fin novembre, ou presque à fin novembre, dans le mois prochain, ou la fin du mois prochain, nous allons rentrer dans l'an 2023. Vous imaginez que des jeunes Algériens se fassent enlever, ils disparaissent de la surface de la terre sans qu'il n'y ait absolument aucun écho, aucune information leur concernant et aucune information judiciaire qui est ouverte par le procureur de leur République, si prompte à poursuivre des jeunes pour un post ou un like sur Facebook. Donc c'est extrêmement dangereux. Moi je vis dans un pays où quand nous avons un chien qui sort de la maison de 100 mètres, c'est le branle-bas de combat. Nous appelons la ville, nous appelons la société de protection des animaux et c'est tout le monde qui est mis en branle, y compris la police qui fait des recherches et vous attendez-vous à recevoir un coup de téléphone d'une clinique vétérinaire pour vous dire que votre toutou est là. Aujourd'hui, nos jeunes sont en train de se faire enlever par la Gestapo locale. Nos jeunes sont en train de mourir, de périr noyés dans la mer Méditerranée. Il y a eu un dernier drame, on parlait de 50 jeunes Algériens qui ont péri noyés dans la mer Méditerranée. On n'en parle pas. Que fait cette presse-là? Cette presse pays aux ordres, cette presse veut survivre, cette presse ne relèvera jamais le dos pour affronter notre tyran et notre bourreau. Alors dans le même nous mettre dans cette situation. Adel Djebbar, et c'est la même question que j'aurai le plaisir de poser dans un instant à notre confrère Karim Kebir. Dans le même moment où vous venez d'évoquer, on pourrait passer des heures à évoquer tous ces cas, il y a le cas aussi de Zaki Hannesh, entre autres, qui est malheureusement jugé dans l'obligation de demander donc exil en Tunisie par exemple. Ils sont nombreux ces cas, il y a les haragas, mais dans le même moment, il y a tout de même un Premier ministre qui organise, qui accueille des assises avec 700 représentants, des associations nationales, locales. On nous parle d'une société civile, d'organisations, de syndicats, de communautés nationales à l'étranger. Il y a deux mondes différents. Et puis, qu'est-ce que vous évoque cette société civile dont nous parle le Premier ministre? Il y a deux sociétés civiles parce qu'on a compris peut-être qu'il y en a une autre à laquelle elle était totalement absente et ni conviée à ce rendez-vous. Nous, on a été élevés avec la société civile qui ne représente pas le peuple algérien, qui est la création des officines de l'ex-DRS, la SM de l'époque. On a vu comment ils sortent, comme des lapins, ils sortent de leur chapeau des associations. Association des femmes, je ne sais pas quoi, association de l'UGTA, l'Union nationale des femmes algériennes, le Croire. Tout ça, ce n'est que du pipeau. Ce n'est que du pipeau. Nous sommes en train de constater qu'ils sont en train d'être perdus parce que le peuple algérien a divorcé de façon sans appel avec eux. Ils ne les croient pas. Pour ces gens-là, nous sommes tous des marchands d'œufs bouillis.
Ils ne nous considèrent pas du tout, ils n'ont que du mépris pour le peuple algérien, avant de parler de leur société civile. Parlant d'abord des libertés, de la citoyenneté, des droits civiques des Algériens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler en Algérie, tout le monde a peur. Ils sont tétanisés, ils sont sidérés, ils sont apeurés. C'est la théorie du choc qui est appliquée dans toutes les dictatures. C'est une espèce de goulag aujourd'hui. Moi, j'en parle comme ça parce que ça me fait mal de voir des jeunes disparaître de la surface de la Terre et que 4, 5, 10, 15 jours après, il n'y a absolument aucune nouvelle. La presse n'en parle pas. Ce premier sinistre qui a ramassé, je ne sais pas comment les appeler, de l'association, c'est tous des gens qui sont payés. Beaucoup, c'est des cachiristes qui obéissent au doigt et à l'œil de leur maître, qui les ramènent, qui font un trio Coca-Cola, merguez frites, puis ils leur donnent un petit chouïa dans la poche et ils s'en vont. C'est des faire-valoir, ils sont là pour essayer de restaurer la vitrine de la dictature qui a été caillassée, qui a été brisée par le peuple algérien, notamment sa formidable jeunesse en 2019. Et ils ne pourront pas. Il restera toujours des traces indélébiles sur ce pouvoir archaïque. Ces gens-là, cette vieillerie, cette brocante, cette gérontocratie ne fera jamais confiance pour investir dans la jeunesse algérienne parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait un transfert du pouvoir. Le seul cas de transfert de pouvoir possible est un transfert de pouvoir par l'hérédité. Ils sont en train de préparer leurs enfants à prendre la relève. Leurs enfants qui ne veulent pas rester en Algérie sont à l'étranger. Ou le Shingreha, il est à Paris. Il n'étudie pas, il fait acte de présence aux frais de la princesse. Il est promu commandant au lieu d'être à Orgla ou à Bchar ou à Enamenas faire les manœuvres avec les gens de son niveau. Il est là, il est en train de pomper de l'argent, une bourse, un salaire, avec en plus autorité sur une caisse noire. Il dépense comme Crésus et personne ne le contrôle. Sa fille est à Washington, qui ramène ses enfants en Algérie et qu'on en parle. Merci, cher Adel Djebal. Il nous reste 2 petites minutes. On va les terminer avec vous, chers confrères journalistes. En 2 mots comme ça, de quoi s'agit-il ces assises? Qui a été convié? Qu'est-ce qu'il y a des bilans aujourd'hui? Qui sont ces associations? Quelle est cette communauté à l'étranger? Est-ce que vous avez des éléments, Karim Kebir, vous qui vous intéressez à l'actualité en Algérie? Écoutez, en fait, ça a été, si vous vous rappelez, dès l'élection de Tebboune, il avait déjà annoncé qu'il allait s'appuyer sur la société civile. En fait, aujourd'hui, je crois que le régime est dans une stratégie de remplacer toute la classe politique qui existe parce qu'il est en quête d'une assise politique, d'une base sociale et politique. Donc, il est obligé de puiser dans le relais qu'ils ont dans la société. Et c'est ce qu'ils appellent, eux, pompeusement la société civile. Mais en fait, la vraie société civile, les vrais acteurs qui ont activé sur le terrain, et soit ils ont été emprisonnés, soit ils ont été poussés à l'exil, soit ils n'ont jamais été contactés de toutes les façons. Moi, je connais pas mal de responsables, par exemple, au niveau de la SNAPAP, ou bien, par exemple, la Forem, ou bien... Il y a pas mal qui n'ont jamais été contactés pour intégrer cet organisme, cet observatoire de la société civile. Et donc, je crois, comme ils ne peuvent plus fonctionner avec le FLN et le RND, parce qu'ils constituent les ingrédients à l'origine même du soulèvement de 2019. Donc ils sont en quête de chercher, de mettre en place une base sociale et politique dont ils ont besoin pour les échéances futures. Merci. Rappelez-vous que pendant les législatives, juste je finis avec ça, pendant les législatives, ils ont proposé de l'argent pour les jeunes pour se porter candidat. C'est ce qu'ils appellent eux la société civile. On en a longuement parlé, effectivement. Merci pour ces précisions. Vous êtes mieux placé pour en parler. Merci, cher confrère Karim Kebir. Et bien sûr, on ne jette pas la pierre à nos confrères, un journaliste en Algérie qui essayent tant bien que mal de faire leur travail. Et merci à Adel Djebal, observateur politique. Le programme continue. Merci à l'équipe en régie. Je vous souhaite un bon week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.